Déjà le terme, hein, référence culturelle, ça fait très sociologique. Dans le fond, c'est les passions, hein, c'est les coups de cœur, c'est ce qu'on aime faire, c'est comme... Bon, mes passions dans la vie. J'ai pas de passion inavouable. La technique, faut le dire. Autant je la décris, autant je décris certains usages contemporains qui en sont faits, autant je demeure fasciné. Hein, Deus ex machina. Il y a quelque chose qui... C'est comme si, à quelque part, notre propre pouvoir pouvait revenir s'imposer à nous. Il y a comme un rapport bien spécial. Et en même temps, la machine, c'est la reproduction au même, au lieu d'être la reproduction, qui est le propre de la dialectique. C'est-à-dire de toujours être en production. C'est pour ça que l'usage actuel de la technique me fait peur. Ça reproduit au même. Hein? C'est la subsumption totale. Bon, ceci dit, mes passions. Technique, certes. Livre. J'ai un drôle de rapport aux livres. Je peux pas m'empêcher d'acheter des livres. Le problème, c'est que j'en lis moins que j'en achète. Alors, je me montre des... Mais je finis par y arriver. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon. Mais les auteurs, les premiers auteurs, Hermanès, quand j'étais jeune, le Lot des steppes, Siddhartha, tiens, l'histoire du jeune Bouddha. J'ai aimé le nouveau roman quand j'étais jeune, donc Rob Grillet, Nathalie Sarraute, et puis Marguerite Duras. J'étais beaucoup... j'étais très fort en épistémologie aussi, j'aimais ça, le décoder, le Busanabim, j'aimais beaucoup. Et un des grands héros, de mon enfance, et qui, certains diraient le grand zéro, ça je pensais à ça en même temps, San Antonio. Moi je suis un amateur des sanas. Je suis un amateur parce que c'est toujours de lever la queue devant l'autorité, alors ça, oui, ça correspond un peu à ce que je suis, et en même temps ça se fait sous forme d'humour, et aussi j'ai appris à écrire en lisant San Antonio, grammaire, des phrases courtes, précises, des adjectifs. C'est vraiment une écriture classique. Et j'ai vraiment appris à écrire. Et quand je vais à Paris, je me sens un peu chez moi, puisque je peux sortir de l'argot parisien et passer quasiment pour un local. Bon, alors ça c'est les livres. Et ces temps-ci, Pascal Quignard, que Jacques Mascotto, professeur Lucas, m'a fait découvrir, je lui en serai tellement reconnaissant. Pascal Quignard qui a écrit le livre Tous les matins du monde, qui a fait un film, qui écrit Le Royaume des ombres en 5 tomes. C'est exactement sur quoi je travaille en sociologie, mais dit de façon poétique. Quignard écrit comme quelqu'un qui s'est tué pendant 20 ans et qui vous parle doucement, avec une voix de velours, peu de mots, et tout est pesé. C'est magnifique. Et je n'oserais même pas vous résumer la beauté, parce que je vais y faire injure, j'en serais incapable. Mais il y a une poésie et aussi une justesse du regard. Juste pour vous dire, le tome 2 de Le Royaume des Ombres s'appelle Sur le jadis, le rôle de la mémoire. C'est bien ça ce que je travaille moi aussi. Le rôle du devenir. Le Royaume des Ombres, c'est-à-dire le sens qui n'est jamais réalisé, en devenir toujours. Bref, il y a plein de parallèles avec ce que je fais. Et heureusement, parce qu'avoir lu Quignard avant, je suis pas sûr, je l'aurais bien compris. Là, je lis Quignard, puis je me dis, on parle tous les deux de la même chose. Moi de façon supposément scientifique, sociologique assurément, et lui de façon poétique. Pascal Quignard. À recommander. J'ai aimé beaucoup Romain Gary, jeune, un autre rebelle, un autre qui écrivait extrêmement bien. J'ai dit humblement, on a dit dans ma thèse que j'avais une belle plume, bon, nul doute exercée par 18 ans de journalisme, mais j'ai été aussi nourri par les plus grands. Romain Gary était certes un écrivain hors pair. Et puis le coup qu'il a fait avec Aimé Najar, on peut juste aimer. En québécois, on dirait qu'il a fourré le système. Il a vraiment tiré la couverture de son côté. Ça c'était bon. Et c'était quelqu'un de vivant, de passionné. Il suffit de lire sa biographie. J'ai plein d'anecdotes sur Romain Gary. Alors mes héros, San Antonio, Romain Gary, vous allez me dire, ils sont morts tous les deux, oui. Et mon troisième héros est mort, lui aussi également, il y a une dizaine d'années.
c'était Frank Zappa. Moi, j'aime beaucoup la musique. Et Zappa, j'avais 13 ans, 14 ans quand j'ai commencé à écouter du Zappa avec mon copain Pascal. Salut Pascal. Mon frère Pascal, en fait. Et ça aussi, c'est une constante chez moi. J'ai 2 ou 3 amitiés qui sont organiques, indéfectibles. Je me suis créé une famille sur mesure. Donc, mon frère Pascal et moi, on écoutait du Hendrix, du Coltrane. Donc, j'étais nourri au free jazz. J'adore le jazz, spécialement tout ce qui est free jazz. Donc, Coltrane, Eric Dolphy, Miles Davis, bien entendu. Coltrane, parce que en soufflant dans du métal, il est arrivé à exprimer une douleur, une sensibilité poétique absolument incroyable. Donc ça, c'est quelqu'un d'important. Et Zappa, donc, pourquoi? Parce que il incarnait des idéaux que j'aimais beaucoup. D'une part, un esprit critique. En 64, les Beatles, rappelons-le, chantaient « Je veux te tenir la main ». Et Zappa sortait un album double avec une chanson Mr. America, Walk on By with Your Supermarket Dreams. Donc Zappa était très politique, très brillant. Et même lorsque c'était le San Francisco 68, il a même décrié le mouvement Flower Power avec une chanson Hey punk, where you're going with that flower in your hand. Parce que lui disait quand tu fais face à des fusils, c'est pas des fleurs qu'il faut que tu donnes, il faut que tu te défendes. Et avec des chansons comme Hey, mes cheveux ont l'air bien en arrière, ils poussent bien. C'est ce genre d'humour. Donc, l'humour est très important chez moi. Hein? On le voit bien, là, Gary, San Antonio, Zappa. Et Zappa, en plus, a une formation. À la fin de sa vie, il avait une carrière de musicien classique aussi. Alors ça, j'aimais beaucoup ça aussi. Parce que j'ai été élevé, moi, au rock progressif. Donc, une période très courte, de 72 à 77, 78, mais c'est les Genesis, c'est les, Supertramp un petit peu, c'était pop, mais Gentle Giant, Jethro Tull, Yes, et c'est les musiciens du progressif, c'était des romans, littéralement, hein, c'était pas... Alors, j'étais contre le commercial, la petite toune à 3 minutes, Zappa faisait des pièces de 11, 12 minutes, ça, j'aimais ça, vraiment anticonformiste. Et le rock progressif, c'était aussi des musiciens de facture classique. Alors, ce qui fait que j'ai bifurqué aussi. Alors, en classique, je consomme beaucoup de classiques. J'aime Glenn Gould, j'aime Bach, j'aime la musique contemporaine, j'aime Webern, des choses comme ça. Et j'aime aussi la musique du monde, mais pas le world music, mais vraiment, à l'époque, le gamelan indonésien. Ou, à vrai dire, étant nourri les racines du rock progressif étant multiples, j'ai remarqué avec plusieurs amis qui ont été élevés dans la même période, qui ont aimé ça, on est tous des gens qui aimons la musique, point. Peu importe sa forme. Ce qu'on n'aime pas, c'est le commercial. Mais la force fait pour une logique d'argent, d'industrie culturelle, dirait Adorno. Mais du bon pop, oui, c'est fait parce qu'on aime ça et ça se sent. Donc, oui. Et étonnamment, j'ai fait une thèse sur la MP3 et la musique. J'ai pas vu ça comme ça, pas du tout. Mais c'était là. Et voilà. Alors moi, sur mon ordi, j'ai quoi? D'ailleurs, j'ai dans mon sac mon petit lecteur MP3 que j'ai depuis le début. J'ai 810 dessus. Je trimballe. Il est impensable pour moi d'aller en quelque part sans musique. Et je vais même plus loin. C'est un secret. Quand je travaille, j'ai de la musique pour travail intellectuel. Et c'est du Brian Eno, du ambient music. Et un album en particulier qui s'appelle Neroli, qui a une seule pièce qui dure 59 minutes. Et je mets cette pièce-là quand je m'attelle à un travail. C'est de la musique, il dit l'ambiance, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est pas de la musique. C'est vraiment des textures, ça fait une tapisserie. Et ça induit en moi un recueillement. Donc j'instrumentalise la musique. Et travaillant chez moi, quand je m'installe à mon bureau, je pars la musique le matin et ça finit le soir. Ça roule tout le temps. C'est ce que j'aime de mon métier. Par exemple, oui, on peut avoir les œuvres complètes de Bach sur orgue. Quand est-ce qu'on écoute ça dans sa vie? Moi, je l'ai parti le matin jusqu'au soir. Et puis là, c'était assez. Mais j'ai pu goûter pendant une journée, c'était quoi les concerts d'orgue de Bach. Bon, c'est pas dans mes favoris, mais il y a quelques moments, parfait. Alors, il y a quelques disques que je vais retenir. Donc, la musique, pour moi, est très importante. Elle dit la même chose. Enfin, elle parle des mêmes choses que moi, je parle sociologiquement. Ça, il y a
c'est très clair pour moi qu'il faut qu'il y ait un œcuménisme. On parle tous de la même chose, c'est-à-dire, le téléphone sonne, il faut répondre. Matrix, premièrement, si vous vous intéressez au bouddhisme, il y a de là, c'est très clair, hein, cette idée de rêve éveillé, et que tout comme le lotus qui prend ses racines dans le fond de l'eau, la fleur doit s'élever à la lumière et voir le jour. Hein. Alors le thème est là. J'ai bien aimé le premier. Le deuxième, le troisième, bon, c'est autre chose un peu. D'ailleurs, en cinéma, ça c'est l'autre influence que j'ai en termes de référent culturel, c'est la science-fiction. Chaque fois que j'allais supposément à la messe, je me tapais un livre de science-fiction. Alors j'ai lu à un très jeune âge Asimov, Van Vogt, Simak, Stanislas Lem, Hamilton, donc tous les classiques des années 50, 60 en science-fiction. Et ça a été Asimov, les robots, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Donc je garde j'étais très jeune aussi narrateur de films de science-fiction à ses débuts. Maintenant c'est autre chose, mais j'ai une nette prédilection pour les comédies, mais ironiques, sarcastiques. J'aime bien dans l'humour ce qui déconstruit. Hein? Mais les tombes vertes, par exemple. Ah oui, ça c'est génial. D'ailleurs, avec mon fils Zachary, je pense quand on le lit, on peut l'écouter 3-4 fois dans le week-end. C'est vraiment, on est ensemble, on en chasse, puis regarde, c'est vraiment, ça c'est bon. Je suis aussi un consommateur saxon. J'ai appris l'anglais, j'habitais dans une ville, quartier anglophone, c'était les deux, mais c'est surtout anglophone. Donc j'ai appris l'anglais, j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Ce qui fait que je ne pense pas français, ensuite je traduis, j'ai travaillé pour une firme de logiciels, WordPerfect, ne pas nommé pendant quelques années. Et j'avais notre job, notre boulot, c'était de faire des représentations chez des clients. On n'était pas des vendeurs, mais représentants, y a-t-il des problèmes? Non. Et de faire des démonstrations dans les salons informatiques. Et lorsque on m'envoyait à Ottawa ou Montréal faire des salons, c'était bilingue, un des reps me disait, c'est drôle, tu fais pas la même démo en anglais en français. C'est pas les mêmes jokes. Là, ça m'a frappé, je me suis dit, tiens, c'est vrai. C'est vraiment... Et donc, cette culture saxonne, je la nourris par des romans, bien entendu. Alors, Tim Robbins, que j'aime beaucoup, qui a fait des romans avec humour et une plume tellement belle. C'est un étudiant en histoire des religions. Ces romans portent tous, à quelque part, sur le sens du monde. Ça va me toucher, c'est bien évident. Qui d'autre? Hunter Thompson, le père du gonzo journalism. Déjà, vous voyez mon côté humoristique et anticonformiste. Hunter Thompson, c'est lui qui a fait Fear and Loathing in Las Vegas. C'était le père du qu'on appelle le gonzo journalism, c'est-à-dire un journaliste qui était complètement à l'encontre des canons établis. Il a commencé d'ailleurs sa carrière au Rolling Stone. Alors ça c'est important, c'est des romans, des romanciers que j'aime beaucoup. Thomas Pynchon, j'en ai lu un, je suis en train de lire un deuxième, mais ça c'est vraiment, c'est comme du Joyce, hein? J'ai essayé de lire Ulysse, puis à un moment donné, il faut vraiment s'y mettre. Et à un moment donné, il y a tellement de choses à faire que tu dis, bon, est-ce que je vais la lire pour pouvoir dire, oui, je l'ai lu, est-ce que j'ai vraiment du plaisir en train de lire ça? Et quand je réponds non, je garde. Pynchon et Joyce sera pour une autre fois. C'est ma rythme de vie, la famille, les enfants, ça, je suis pas en instant. Et peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais c'est très agréable à lire, c'est d'une densité. Robert Musil, L'homme sans qualité, j'ai bien aimé quand j'étais étudiant. Allemand, sens de vie, exactement, qui parle d'une modernité qui émerge, qui soulève des questions. Enfin, du moins chez Ulrich, le héros. Je suis aussi un amateur de BD. Moi, j'ai eu la chance d'être élevé avec Pilote, Gottlieb, les Rubric-à-Brac, Astérix. Et c'était la belle époque. Moi, Gottlieb, ça restera inégalé. J'avais beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si vous les jeunes, ça vous dit probablement plus rien, mais... Non. Là, c'était fort intéressant. Et quand Gottlieb a arrêté d'en faire, je me suis tourné vers les Américains. Berg Breathed, qui faisait Opus. Les animaux, un pingouin qui vit dans un monde, une critique sociale absolument dévastatrice, mais super drôle. Ça, j'aimais beaucoup ça. Trudeau, Doonesbury, qui depuis au-dessus de 30 ans fait de la BD politique, et ça roule encore, ça, j'aime beaucoup. Et puis, Schultz, les Peanuts.
Ça, j'ai bien aimé ça aussi quand j'étais jeune. Et d'ailleurs, je signale qu'un des plus importants projets d'édition dans le monde occidental est la réédition complète de tous les Peanuts de Schulz, à raison de 2 par année. Et dans 12 ans, d'ici 10 ans maintenant, on va compléter les 25 ans de la carrière productive de Schulz. Alors, c'est des beaux albums. Et aussi, un autre Américain, voyons, Far Side, j'oublie son prénom, mais bon, pas exprès, mais il n'écrit plus maintenant, mais c'était c'est un univers tellement particulier, là, c'est des cartoons de 1 ou 2 dessins avec des animaux, juste pour donner une idée du genre d'humour. C'est une bébite de l'espace qui est assise dans sa cuisine, puis il y a une boîte de céréales, c'est marqué à l'intérieur humain gratuit. C'est pas un peu genre. Alors ça, c'est Far Side. Alors, Far Side veut dire le côté éloigné, hein? C'est de l'humour un peu absurde. Et là aussi, on a fait des rééditions, 2 beaux albums, très bien. Et puis, il y a Calvin et Hobbes, bien sûr. Calvin et son tigre Hobbes, qui est l'auteur dont vraiment, je n'ai pas la mémoire des noms des auteurs ce temps-ci, mais a arrêté et s'est refusé à toute commercialisation. Et il a arrêté au sommet de sa gloire en disant c'est fini. Et je respecte beaucoup ça, les gens et on revient encore à la problématique, cette transcendance des idéaux qui vont plus loin que l'appât du gain, plus loin que le désir de recognition, des gens qui disent j'ai dit ce qu'il y avait à dire et c'est fini, et qui posent ça au nom de. Et modestement, quand j'ai quitté mon emploi à WordPerfect, qui était extrêmement bien rémunéré, je veux dire, si j'ai la maison que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ça, et en seulement 2 ans et demi. Je vous laisse les détails, mais il a été acheté par une autre compagnie, Novell, ne pas la nommer, mais mon job devenait vendre la commission. C'était contre mes principes. Alors, les gens tout partout disaient, mais t'es fou, tu as un salaire plus que décent. Et je me suis dit, au moins une fois dans ma vie, le fric n'aura pas dicté toutes mes décisions. Alors, je suis parti néanmoins. Et avec la misère qui s'ensuit, je suis encore aujourd'hui ici, mais je ne regrette pas du tout. J'admire les gens qui sont capables de faire ça. Qui sont capables. Et là, les auteurs, San Antonio, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun compromis. Tim Robbins, même affaire. Robbins, il a même admis qu'une fois par année, il allait prendre du LSD. Qu'après ça, c'était par santé. Et qu'il se mettait à produire des romans. Après, j'aime les gens qui ne font pas de compromis envers leur art. Romain Gary était de ceux-là. D'ailleurs, il a choisi le moment où il allait quitter. Hein, il s'est suicidé. Puis bon, je ne dis pas que j'encourage le suicide, c'est pas ça, mais c'est plus complexe dans le cas de Gary. Mais j'aime bien les gens qui ne font pas de compromis. Et je ne me dis pas que je fais partie de ceux-là, mais si jamais l'occasion m'en est donnée, j'espère répondre avec le même brio que ces gens-là. De poursuivre, ce serait au nom de d'autres choses. Norman Mailer, bon, des choses qu'on peut être plus ou moins d'accord, mais là, j'ai bien aimé un livre de lui, Bivouac sur la Lune. Il était journaliste, puis ça va commenter le lancement d'Apollo 11 qui est allé sur la Lune. Et il a décrit cette logique technicienne qui commence. Parce qu'il raconte qu'il pose une question en conférence de presse à Armstrong, où quelqu'un lui a posé et puis, si vous mouriez là-bas, et Armstrong répond, c'est une perspective un peu déplorable à envisager. Ouais. Et Mailer avait tout de suite saisi ce côté, cet ingénieur, ce côté. Et on voit bien que c'est l'humanisme, le symbolique chez Mailer qui se rebelle, qui se dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Alors, au moment où il y a une réussite extraordinaire d'envoyer sur une autre planète, ce qui rouvre c'est des ingénieurs qu'on envoie. Il y a cette réflexion. Donc, Bivouac sur la Lune, ceux que ça intéresse, c'est fort sympathique. Ouais, j'ai plus le temps d'aller au cinéma. Pourtant, j'ai fait mon cégep en littérature et en cinéma. Et je me rappelle très bien de mon professeur au cégep. Je lui en serai tellement reconnaissant, Jean-Antonin Billard qui s'appelle, parce que dans ses cours de cinéma, c'était des cours de philo, c'était des cours sur la vie. Il nous sortait du Bertolucci, du Visconti, Duras, Bergman, Kurosawa, et puis c'était un visionnement, je me rappellerai toujours, c'était le vendredi après-midi. Alors tu sors de India Song de Duras, puis t'es au cégep, puis il fait beau dehors, puis tu sors du noir, puis
cette histoire, cette force qui résonne en dedans de toi. Tu sais. Alors, pendant un an, les vendredis après-midi, c'était introspectif. Je me rappelle, je sortais du cégep, et puis le mardi, ou plus tard dans la semaine, le prof revenait et on discutait. Et le cinéma, c'était pas une technique, c'était pas des outils, c'était de parler sur le monde. Et regarde ce que je choisis de parler, puis pourquoi, puis comment. Mais vraiment, en termes de discours. Aujourd'hui, c'est autre chose. Hein? D'ailleurs, on en parle, on forme des gens, n'est-ce pas, en multimédia et en technique de production. Hein? C'est ça. Ben, je dis pas que c'est pas nécessaire, mais je veux dire, le contenu est un peu évacué. Je suis un... En anglais, on dit un sucker. Un bon film d'action ou d'espionnage, je vais toujours embarquer. Si c'est tordu, ouais. J'ai horreur des œuvres bêtement commerciales. Ça, c'est quelque chose qui me vient... Je suis incapable. Et règle générale, on ne juge jamais la couverture d'un livre par sa couverture ou un disque par sa pochette, mais des fois, oui. je regarde juste la façon qu'il est mis en marché, le film, je touche pas à ça, le prince. Mais j'ai des crises. Cet été, durant les vacances, je me suis dit, tiens, je me fais une liste de tous les Bergman. Bon, j'en ai vu 3, j'ai pu aller plus loin, mais il y a des trous que j'aimerais combler. Mais voilà, il y a juste 26 heures dans une journée, donc c'est difficile de tout faire. Moi, c'est la télé quand je veux comprendre le monde dans lequel je vis. Je consomme beaucoup de télé. Ben, beaucoup. Non, moins, mais le soir, je m'installe et je regarde pas tout, mais il y a des bonnes séries. Hein. Il y a eu par exemple, je pense à Battlestar Galactica, qui est, ça se passe sur les Cylons, les robots qui prennent la revanche. Sauf que c'est intéressant, c'est que c'est une reprise d'une série quand j'étais jeune dans les années 70. Et la différence entre les deux, c'est toute l'émergence du transhumanisme, une vision différente de la technologie. Alors ça, je me suis marré, j'ai même acheté les saisons complètes pour regarder. Là, il y a un intérêt sociologique. Et même parfois, souvent même, je veux regarder la télé en coupant le son. Je veux juste voir le discours, je veux voir... Alors, moi, je suis aussi un amateur de podcast, donc moi, je bouffe de l'information. Ma blonde dit que je suis un insatiable. Alors, la BBC, j'écoute le podcast des nouvelles du jour, le compte-rendu des nouvelles africaines. Ensuite, j'ai des émissions du Scientific American. Bref, je me ramasse toujours sur mon iPod. J'ai 75 émissions de radio qui roulent. J'arrive à en faire 2 ou 3 par jour, mais le lendemain, j'en ai encore qui rentrent. Mais ça, j'aime bien. Je suis boulimique d'informations. Alors, m'informer sur le monde, oui, j'aime bien. Moi, j'ai fait de la radio étudiante, même pas. C'est de la radio communautaire à CKRL, j'avais une vingtaine d'années. À ce cadre-là, je faisais des entrevues avec Edgar Morin. Et je faisais l'émission internationale. J'aimais beaucoup ça. Et j'ai adoré faire de la radio. Or, il n'y a pas d'annonce à CKRL. Et même le FM de Radio-Can, pas d'annonce. À l'époque où il y avait du contenu au FM de Radio-Can, la chaîne dite culturelle. Maintenant, la culture, c'est même plus du contenu. Enfin, un autre débat, on en reparlera une autre fois. Mais, donc, j'ai horreur de la pub. Horreur. À un moment donné, je zappais parce que, oui, en voiture, ma conjointe veut prendre un poste d'AM, Info 690, je ne peux pas le nommer parce qu'il y a peut-être circulation à toutes les 15 secondes, que semble-t-il. Et j'ai entendu là, la météo Jean Coutu est une présentation de machin. Hein, double publicité sur le même truc. Et puis, je suis incapable. Donc, j'écoute très peu la radio et le podcast, pour moi, c'est génial. C'est le contenu sans la pub. Yes! De la même façon que j'ai une carte télé sur mon ordi. Parce qu'avec 2 ados et un plus jeune, ils ont vieilli maintenant, mais il y a quelques années, c'était ça. Question de télé, j'étais coincé entre Dawson Creek et Caillou. Il y avait plus de télé. Alors, carte télé sur mon ordi, ce qui me permet d'enregistrer. Et quand j'ai des étudiants en communication, de faire des extraits de bulletins de nouvelles, d'analyser, c'est fort pratique aussi. Donc, la technique, qui est mon ami dans ce cas-ci, que je ne me gêne pas pour l'utiliser. Donc, j'enregistre les émissions, mais je peux aussi les télécharger. C'est pas encore rendu légal, mais pas loin. La journée, ils vont... ça, c'est une autre chose. La journée, ils vont vendre des reprises d'émissions. Il sera illégal de s'y partager en téléchargeant.
Ce qui veut dire que si je vous passe une cassette que j'ai, que je peux pas, ça sera rendu illégal. On voit bien maintenant, c'est pas l'usage, la tradition, mais c'est bien la logique d'accumulation qui dicte dans ce cas-ci. Bref, oui, pas d'annonce, donc je télécharge les émissions. Pourquoi? Parce que je peux les avoir en série complète. Et pas d'annonce, et en haute définition. Alors, c'est super. Alors, en 4-5 jours, je peux me taper une saison de... Et il y a une poignée de séries qui sont très bonnes et qui me permettent aussi, et je reviens à votre question, de poser assurément, volontairement et empathiquement un regard sociologique. Je pense, par exemple, je vous ai parlé de d'hyper-individualisation et de système totalitaire. Une des séries vedettes qui jouent en ce moment et qui jouait sur le câble il y a 2 ans, c'est repris, tellement le succès était grand, c'est Dexter, et ça sera traduit. Dexter, c'est quoi? C'est un tueur en série. Et toute l'émission, et c'est écrit très finement, c'est sa vie intérieure. C'est bien ça, les défis intérieurs. C'est vraiment ça qu'on va nous montrer. Et de l'autre côté, un pouvoir qui est implacable, qui surveille, qui contrôle. Donc, encore une fois, oui, quand je regarde ça, et c'est ce qui me permet aussi, dans ma thèse, de mentionner des exemples comme ça. Alors là, je jure, face à la sociologie traditionnelle, où on est supposé faire de la méthode, et tout ça, c'est tout correct. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres façons de faire dans la société. Je pense qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est sûr que tout l'aspect méthodologie, c'est pas mon point fort. Mais ce qui ne veut pas dire que je le renie pour autant. Je pense que ça prend des garde-fous, ça prend des procédures pour valider ce que l'on fait. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il faut faire attention à ce que les moyens, la méthode ici, deviennent en soi la fin. Et je pense que c'est un danger perpétuel. En ce sens que si moi je fais une vision plus globale, plus philosophique, plus essayiste, j'en pense pas moins que c'est pas moins scientifique pour autant. C'est une autre démarche. C'est une démarche historique, c'est une démarche de synthèse et qui dit, moi je prends ces 2 bouts de tuyau-là. Je dis qu'ils vont ensemble. Je les dissèque en 2. Est-ce que ça va ensemble? Oui, ok. Ces 2-là, je les dissèque. Est-ce que ça va ensemble? Et ainsi de suite. Et à ce moment-là, si j'arrive à aller chercher en profondeur un paquet de relations, eh bien, je pense que la démonstration, elle est convaincante. Et elle peut être remise en question, mais tout comme n'importe quelle méthodologie dite empirique pour être remise en question, on pourra l'être, et on a eu plein d'exemples en sciences physiques et autres. Je veux dire, la relativité, ça a remis en cause ce qu'on pensait être des certitudes. Donc, en ce sens, il ne faut pas être esclave de la méthode. Mais elle doit être là. Ça, c'est clair. C'est une question de logique, de différentes logiques et de dosage. Exact. J'aime bien votre... C'est différentes façons de voir le monde, et ça correspond à ce que je suis. Je retrouve dans Quignard un essayiste, même pas un auteur poétique, je peux dire, le même sujet que je vois. Je retrouve ça dans certaines réflexions de San Antonio, par exemple, sur la vie et la mort. Tiens, c'est la même sensibilité, on parle des mêmes choses. Et c'est peut-être moins scientifique chez Romain Gary ou Quignard, mais en ce qui me concerne, assurément tout aussi vrai. Tout ce qui sent heuristiquement, finalement. Oui. Il y a là un regard qui décrit des choses et qui prend une autre méthode, justement. Donc, ça fait penser à cette BD de Peanuts Snoopy où Snoopy propose une idée grandiose, un peu folle, puis là, il revient. Non, ça n'a pas marché. Woodstock lui demande pourquoi, il répond chaque fois que quelqu'un a une bonne idée, quelqu'un mentionne le budget. Alors, c'est un peu cette logique de fonctionnement qui ne doit pas éteindre la créativité. La harnacher, certes, et même d'avoir des rapports complémentaires, mais antagonistes s'il le faut. Les collaborations que j'ai eues dans ma vie, c'était avec du monde vraiment très ancré, et moi qui ai tendance et j'irai courir comme moi je fais le fou dans le champ. Mais les deux ensemble donnent des bons résultats. Moi qui tire le cadre qui me retient. Et encore une fois, on revient à cette dialectique. Donc, le Tao disait la voie du milieu. C'est pas un équilibre. On pense que la voie du milieu, c'est un équilibre. Je pense pas. Je pense que c'est des déchirements. C'est des rebondissements. Et c'est de l'énergie. Ça bouge. Quand la logique technicienne, le techné, devient surdéterminante,
il y a la fin de l'histoire, l'achèvement du sens. Et il y a un auteur qui a bien décrit ça, Henri Lefebvre, aujourd'hui disparu, marxiste parmi les marxistes, puis s'est permis de critiquer l'orthodoxie, la vulgate marxiste, pure et dure. C'est quelqu'un qui avait une prescience remarquable, qui dès 1967 parlait du système technicien mondial des nations, vers le cybernanthrope, l'ouvrage qu'il écrit en 1967, avait déjà bien senti. Il a écrit sur la fin de l'histoire. Il a anticipé avec les conditions des années 60. Je le cite, je le reprends dans mes cours, et il ressort avec une pertinence tout à fait contemporaine, il a sa place. Donc, quelqu'un à redécouvrir.